Et yo les gens, c'est Gigi et on se retrouve pour faire mon bilan sur la dernière génération de l'anime de Pokémon qui vient de se terminer au Japon à l'heure actuelle. On va parler de Pokémon Sun et Moon. Alors comme pour mon bilan sur Vaynes, que je vous invite à voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu, ça peut peut-être vous intéresser, je vais revenir sur plusieurs points qui me semblent importants, pertinents, utiles à aborder. Bon, je ne pourrai pas tout aborder, hein, vous vous en doutez bien, mais j'ai déjà pas mal de choses à dire, alors rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on va commencer par aborder le plus gros point fort de l'anime selon moi, à savoir son originalité. Pokémon Sun et Moon donc, ou Soleil et Lune en français, est un anime Pokémon très différent des autres. Vous êtes bien évidemment au courant, j'imagine, pour le changement de chara-design effectué lors de cette génération, et devinez quoi, ça plaît tellement malgré tout qu'ils vont le garder pour la prochaine génération. Désolé les rageux. Un choix artistique donc, afin de mettre en lumière une animation bien plus fluide et mouvementée qu'à l'habitude. Grâce à ça, les personnages sont ainsi bien plus vivants, ils n'ont pas juste une personnalité mais l'expriment clairement, et dans une génération comme celle-ci, c'est d'une importance capitale. Beaucoup d'épisodes de Sun and Moon comportent bien plus de frames que la norme des animés en général, ce qui pour un animé fluff comme lui est une prouesse, ni plus ni moins. L'animateur légendaire Masaki Iwane, aussi appelé le dieu de l'animation dans la fandom de Pokémon tellement il a fait de choses pour la saga, a ainsi fait plusieurs épisodes à lui tout seul dans cette génération. Et il ne s'agit pas seulement d'une bonne animation lors des combats comme c'était le cas à l'époque de XY, mais bien d'une animation constante, rythmée et bien plus régulière qui rend le côté technique de l'anime absolument prodigieux de par sa maîtrise. Ce qui rend les personnages d'autant plus vivants de par l'animation, c'est aussi que grâce à cette même animation justement, ils peuvent se permettre plus de choses, comme le comique par exemple, très mais pas trop prononcé dans cette génération. Beaucoup d'épisodes et de personnages auront des aspects tournés très comiques, mais c'est justement ce côté énergique et joyeux qui fonctionne pour s'attacher aux personnages et ainsi les voir évoluer en conséquence. D'autant plus que l'efficacité de Sun and Moon se manifeste de par sa variance entre humour et drama. Certains épisodes seront ainsi uniquement basés sur du comique afin de passer un bon moment, tout comme certains épisodes seront centrés sur un ton sérieux, évoquant un sujet souvent sensible, parfois lié de près ou de loin à la mort. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est la première fois que l'anime de Pokémon se permet autant d'épisodes aussi sombres dans une même génération. Et comme dit, ça fonctionne très bien car les personnages savent être sérieux, ce ne sont pas juste des gosses qui sont pas foutus de comprendre la situation qui se présente en face d'eux. C'est encore une fois un moyen efficace de les voir se développer en changeant en plus drastiquement d'ambiance. Et c'est très bien fait et rythmé dans l'anime selon moi. Il s'agit aussi de la première génération qui comporte des arcs narratifs. Et oui, plusieurs, j'ai bien dit des arcs narratifs. C'est assez important pour être noté selon moi, surtout qu'ils sont vraiment très bons pour la plupart, mais le point important étant que vous pouvez toujours vous contenter de ça si jamais le reste ne vous convient pas. J'entends par là des épisodes dits HS entre guillemets, qui se concentreront sur un personnage ou un Pokémon au hasard de la région, bref, le format classique. Même si, à mon sens, c'est encore une fois ce rythme qui marche très bien, à savoir alterner entre arc narratif et une brochette d'épisodes un petit peu classique. Ça donne une espèce de fraîcheur et même de hype un petit peu quand les arcs narratifs commencent. Et pour finir sur ce point, la quasi-totalité du voyage se passe à Melemele, l'île de base d'Alola. En effet, dans cette région, Sacha ne voyage que très peu au final, ce sont vraiment des vacances à l'école. Bien évidemment, à certains moments, les héros se rendent quand même sur les autres îles de l'archipel d'Alola, mais ils passent vraiment les 3/4 du temps de l'anime sur l'île de départ. Et dans un sens, je trouve ça plutôt réducteur pour Sacha qui a justement l'habitude de voyager, d'être curieux et d'aller explorer les 4 coins d'une même région. Au final, et ce même en restant sur l'île de base, il parvient plutôt bien à explorer tout le reste quand même. Et ça renforce d'autant plus cet attachement envers sa famille d'Alola comme il aime à l'appeler. Sacha finit même par revouloir explorer des régions au point d'en faire son nouvel objectif pour la prochaine génération, après la ligue d'Alola qu'il a gagnée je vous le rappelle. Abordons maintenant les compagnons de Sacha dans cette génération justement. Mao, Suiren, Kaki et Mamane donc, autrement connus sous les noms français de Barbara, Nefi, Kiave et Chris, dans l'anime ce sont littéralement des élèves et non des capitaines d'épreuve comme dans le jeu. Chacun ont leur propre histoire et un nombre d'épisodes plutôt égal centrés sur eux-mêmes, ce qui permet à chacun d'avoir sa petite part de développement. Commençons donc par Kaki, c'est un personnage qu'on ne peut que aimer selon moi. Toujours dans l'exagération la plus absurde et prêt à se donner à fond dans toutes les situations, il sait être sérieux quand il faut, il n'est pas juste un comique de service, contrairement aux apparences. Sa rencontre avec Sacha lui a ainsi permis de trouver un rival et même à la fin de la série de lui trouver un objectif à atteindre. Bref,
Kaki, malgré son peu de développement malheureusement, reste un personnage absolument mythique pour moi et il va beaucoup me manquer. Je me souviens que par exemple, quand j'allais mal, je regardais un épisode qui était centré sur Kaki et j'allais tout de suite beaucoup mieux, ça me faisait vraiment décompresser, ça me détendait. Suiren, quant à elle, j'ai commencé la série en me disant que ça serait ma main vu comment je l'ai trouvée adorable et drôle dès le début. Mais au final, je dois bien vous avouer que ça s'est tassé avec le temps. Elle est à mon sens peu de fois mise en avant en solo. Kaki a ses épisodes avec le rival du ranch, Mao a ses épisodes avec les restos ou Groutan, mais Suiren a trop peu d'épisodes pour elle comparé aux autres selon moi, ce qui fait qu'on s'attache un petit peu moins à elle malheureusement. Et au final, ça me donne cette impression qu'elle est plus solitaire qu'autre chose et qu'elle est un peu plus vide que les autres malheureusement. Passons à Mamane. Alors, hormis le fait que ce soit juste un cliché du gros geek qui meurt d'asphyxie au bout de 3 secondes de course, qui est plutôt lamentable comme personnage, on va pas se mentir, il tente malgré ça régulièrement d'aider ses amis à l'aide de ses inventions. Un espèce de shit-alone-like donc, malheureusement encore une fois pas très original. Je vous cache pas que personnellement c'est le personnage que j'aime le moins de la série. Je le trouve pour le coup vraiment inintéressant et presque même ennuyeux par moments. Cependant, force est de constater qu'il a mine de rien un plus gros développement que les deux précédemment cités. Un de ses points de développement est notamment que depuis qu'il est petit, il a une peur du noir. Bon, jusque là tout le monde s'en fout et vous avez raison. Cependant, Mamane a peur du noir à cause de son passé et de son histoire avec un météno. A l'époque où il était enfant, il s'était lié d'amitié avec un météno à l'observatoire de son cousin Molen. Cependant, on apprend dans ce même épisode que les méténos sont des êtres éphémères qui, pour faire court, quand ils rejoignent l'espace, ils meurent. Mamane a donc vu son ami de l'époque mourir, ce qui l'a traumatisé, et depuis, le noir représente pour lui la mort de ce météno. C'est d'ailleurs pourquoi il n'arrive pas à dormir sans son Togedemaru qui lui sert de veilleuse. Au final, et malgré le peu d'attachement que j'ai envers le personnage qu'est Mamane, j'ai quand même beaucoup aimé cet épisode et surtout cette façon d'aborder littéralement la mort, en l'occurrence à travers Météno. Et finissons en beauté avec Mao, une belle surprise à laquelle je m'attendais à moitié, pour être honnête avec vous. Alors pour résumer Mao, c'est très simple, c'est la fille la plus heureuse, gentille, bienveillante de l'histoire de la création, ni plus ni moins. Elle est toujours là pour vous aider, ne s'énerve quasiment jamais et elle est toujours souriante. Comme je vous l'avais dit à l'époque dans mes reviews, je me doutais qu'elle cachait quelque chose en elle. Elle ne pouvait pas juste être débordante de joie et de bonté de façon gratuite comme ça. Personne n'est comme ça, et encore moins sans raison. Et bien évidemment, je ne m'attendais clairement pas à quelque chose d'aussi puissant émotionnellement avec sa mère, je dois bien vous l'avouer. En effet, Mao est comme ça, elle aussi, à cause d'un traumatisme quelque part. Pour la petite histoire, Mao et sa mère étaient très liés quand elle était petite. C'est d'ailleurs même sa propre mère qui a capturé son Candine actuel. Mais elle a fini par tomber gravement malade. Lorsque Mao lui rendait visite à l'hôpital, sa mère s'excusait souvent auprès d'elle pour ne plus être à ses côtés. Mais à l'époque, Mao lui a dit qu'elle ne voulait plus d'excuses et qu'elle la détestait pour ça justement. La chose horrible là-dedans, c'est que ce sont les derniers mots que Mao ait adressés à sa mère avant qu'elle meure. Depuis ce jour, Mao vit avec ce regret profondément enfoui en elle, et c'est à cause de ça qu'elle est aussi gentille avec tout le monde, qu'elle ne veut plus s'énerver en fait. Personnellement, je trouve ça très beau et à la fois franchement horrible. C'est indéniablement l'un des épisodes les plus tristes de toute la saga de Pokémon pour moi, sans doute même mon préféré depuis la séparation de James et Yoko. Vous prenez donc sa bonté sans limite, couplée à ce background qui vous déchire le cœur à coup sûr. Pour ma part, c'est un personnage que j'adore sincèrement et encore plus quand vous prenez la symbolique du dernier épisode. On va maintenant parler des professeurs de cette génération. Tantôt il s'occupe de ses élèves comme ses propres enfants, tantôt il est badass quand il s'agit d'être sérieux. On parle bien sûr ici du professeur Euphorbe qui est bien loin d'être juste un mec un peu chill comme dans les jeux. Tout commence donc avec le professeur Euphorbe qui accueille Sacha chez lui pendant la totalité de son voyage à Alola. Au début c'est un professeur plus ou moins classique, qui va finalement vite devenir une figure paternelle pour Sacha, qui n'en a jamais vraiment eu jusqu'alors. Ainsi, comme un vrai père, Euphorbe sera présent à la quasi-majorité des événements importants de Sacha, comme la rencontre avec Rokabo, le drame avec Flamiaou, et bien d'autres. On peut également citer tous les passages d'Euphorbe en tant que Royal Mask, cachant la vérité à sa femme et à Sacha, menant d'ailleurs à une rivalité entre les deux. Alors ça peut paraître niais dit comme ça, j'en ai conscience, mais c'est vraiment le genre de détail qui appuie et accentue une relation selon moi, et je trouve ça très intéressant à voir. De plus, on sait que le rêve d'Euphorbe était de construire une ligue à Alola. Rêve qui lui vient d'un lointain voyage intertemporel dans lequel il rencontrera Sacha, qui lui donnera envie de faire sa propre ligue. Bon, dit comme ça fait un peu bizarre, je vous l'accorde, mais c'est très beau et c'est tout ce qui compte. Durant l'arc Éther, Euphorbe fera donc la connaissance de Pimprenel, et les deux se tourneront rapidement autour jusqu'à mener à cette fameuse scène de proposition en mariage que je suppose vous avez tous déjà vue.
À partir de ce moment-là, donc, les trois formeront alors une véritable famille. Le plus gros point fort là-dedans, selon moi, c'est que c'est une relation qui s'étire sur la longueur de l'animé. Il n'y a pas vraiment un moment en particulier où ils sont plus proches qu'avant, ils le sont juste de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, et ça se ressent, et c'est d'ailleurs ça qui est très beau. C'est d'ailleurs assez triste, je trouve, quand on pense à Delia, la mère de Sacha, qui malheureusement, comparé à eux, semble vraiment être absente dans la vie de son fils, qui semble enfin avoir trouvé de vrais parents. Alors après forcément, Sacha il est resté pendant une année entière à Lola avec des parents adoptifs, forcément qu'on a plus cette impression comparé à Delia qu'on voit une fois tous les 3 ans littéralement. D'ailleurs la scène des adieux est assez horrible, on sent que Forbe et Pimprenel sont vraiment reconnaissants envers Sacha. Encore une fois c'est grâce à lui qu'ils ont pu former une famille, et c'est d'autant plus horrible de voir Pimprenel d'habitude si pleine de passion et survoltée, avoir le visage pour une fois rempli de larmes, et Euphorbe qui lui est si expressif d'habitude, qui ne trouve pas les mots et qui a un visage très fermé. Cette scène est tout simplement déchirante car elle représente vraiment les adieux de deux parents à leur enfant. Passons à quelqu'un de plus joyeux, on va parler de Lily. Lily qui est bien évidemment la personnage principale en dehors de Sacha. C'est l'héroïne des jeux et par conséquent de l'animé. Et du coup, bah ouais, j'ai pas mal de choses à en dire sur elle aussi. Lily reste très similaire à son counterpart du jeu, bien qu'elle aussi soit abordée de façon un petit peu différente comme le reste du cast. Ainsi, la raison de sa phobie des Pokémon est tout simplement un traumatisme qu'elle a subi étant plus jeune, lié à Zéroïde et à Type 0. Lily commence donc la série avec l'incapacité de se lier de près ou de loin à n'importe quel Pokémon, et petit à petit le groupe et surtout Sacha aide Lily à aller de l'avant. Elle arrivera ainsi à se lier d'amitié assez tôt avec Pikachu, ainsi que Chilon, ou Flocon en français, son propre Goupix d'Alola. Jusqu'à l'Arqueter, qui se situe vers les épisodes 50 environ, son développement avance de mieux en mieux et petit à petit jusqu'à prendre de l'assurance et même combattre aux côtés de certains Pokémon après avoir surmonté son traumatisme. Et pendant l'arc de la Ligue également, durant lequel elle et son frère Gladio vont ainsi vouloir retrouver leur père. Pour cela, c'est par l'intermédiaire du Zoroark de Mon, son père donc, qu'elle apprendra que ce dernier veut lui confier son Magearna, mais il faut pour cela arriver à le réveiller. Elle participera donc à la Ligue afin d'évaluer sa force et de progresser dans le but de se montrer digne de ce Magearna, et ses sentiments arriveront à atteindre le Pokémon mécanique qui se réveillera à la fin de la série. Malgré ça, je trouve que depuis l'Arqueter et jusqu'à la Pré-Ligue, ce qui équivaut aux épisodes 55 à 120 environ, quand même, je trouve que Lily a beaucoup stagné plus qu'elle n'a réellement évolué, chose que je trouve vraiment dommage au final vu que selon moi, ils auraient pu vraiment continuer à développer encore plus. Je sais bien que vu son trauma, évidemment que ça ne se fait pas en 2 jours, mais je trouve qu'elle évolue franchement bien du début jusqu'à l'Arqueter et qu'après elle stagne vraiment jusqu'à la Ligue. Son seul moment de développement entre les deux est celui où elle défend un groupe de sabelettes dans une caverne pour obtenir une Crystazélite. Je tiens à préciser que pour moi ce n'est pas forcément une mauvaise chose, attention, mais je suis persuadé qu'ils auraient pu aller plus loin avec elle, donc c'est un petit manque de ce côté-là pour ma part. Mis à part ça, on va pas se mentir, Lily est de loin la protagoniste féminine la plus développée dans l'anime à ce jour, et ça fait franchement plaisir à voir, n'est-ce pas Yu-Gi-Oh? Parlons maintenant brièvement de son frère. Gladio, quant à lui donc, est abordé d'une façon très différente des jeux pour le coup. Sauf dans de rares exceptions qui concernent généralement sa sœur pour laquelle il est plutôt inquiet, il a un tempérament plutôt très calme et peu colérique. Bon, il reste edgy quand même, mais on peut pas tout avoir. Gladio dans l'anime représente une sorte de danger pour Lily. C'est d'ailleurs pour ça qu'il essaye au maximum de l'éviter au début de la série, car il possède Sylvalier qui est à l'origine de son traumatisme. Dans cette optique, il se rapprochera donc plus de Sacha, dans lequel il se confiera, se liera d'amitié, et finira même par devenir une sorte de rival amical. Concernant leur mère, il est bien plus virulent envers elle, car selon lui c'est elle qui a détruit sa propre famille à cause de sa négligence envers ses enfants et surtout de sa surcharge de travail qui passe avant le reste. Ne pouvant plus supporter cela, Gladio finit par fuguer en emmenant Type 0 avec lui pour devenir plus fort afin que l'incident qui s'est produit par le passé ne puisse justement plus se reproduire et donc ainsi pour protéger sa famille. Pour être franc avec vous, au tout début j'en avais vraiment peur et pour le coup je me suis vraiment retrouvé à bien aimer Gladio. Une belle surprise comparée à comment il m'avait déçu dans le jeu où il n'est ni plus ni moins qu'un espèce de gosse en pleine crise d'adolescence pour moi. Il est ainsi bien plus mature et réfléchi dans l'anime, ce qui fait bien évidemment plaisir à voir. Et enfin, parlons de Sacha, notre héros, car plus que d'habitude, il y a vraiment pas mal de choses à dire sur lui. Comme vous avez pu le constater auparavant avec les autres personnages, ils se développent tous grâce à lui. Il est le pilier de toutes les relations et les évolutions dans cette génération.
De plus, on nous montre vraiment que Sacha a beaucoup appris à Lola. Il a beaucoup grandi et évolué. Contrairement à d'habitude, ici il ne fait pas juste un voyage où il se fait des amis, il fait des combats et il repart de plus belle 3 ans plus tard. C'était très clairement une étape, une évolution pour lui sur le plan humain. Il a plus que jamais avancé dans son rêve de devenir maître Pokémon en devenant enfin champion d'une ligue. Il s'est forgé une famille, il n'a jamais été aussi heureux dans tous ses autres voyages, il a rassemblé des gens, les a aidés à se développer et même pour certains à résoudre leurs tourments. Et encore une fois, ça se remarque d'autant plus lors du dernier épisode durant lequel Sacha annonce qu'il retourne à Bourg-Palette. Tous les personnages sont tristes qu'ils partent, tellement il aura été important pour eux, tellement il aura été utile pour la région d'Alola. Et c'est bien la première fois depuis le début de l'anime qu'on sent que Sacha est vraiment triste de quitter une région, preuve encore une fois de l'importance qu'a ce voyage pour lui. Vous l'aurez compris, dans Sun et Moon, Sacha n'aide pas seulement les autres personnages à évoluer, il évolue lui-même également. Ces dernières années donc, j'ai vu énormément de gens se plaindre qu'il avait l'air d'un attardé à cause du changement de car design soi-disant. Alors qu'au final, en plus de prendre du bon temps, il est bien plus sérieux qu'à l'habitude, et je ne parle même pas qu'en combat comme dans XY. Il évolue plus dans cette région que dans n'importe laquelle autre. Mais bon, encore faut-il regarder la série pour s'en rendre compte. Il en va de même pour sa team, beaucoup disent que sa team est, je cite, une honte. Et pourquoi? Car Brindibou n'a pas évolué? Et que soi-disant sa team dans XY était bien meilleure? De quelle team vous parlez au juste? Celle qui ne contient que Sacha Nobi et les autres qu'on voit à peine 20% du temps? Ah oui, du coup ça doit être celle-là j'imagine. Mais devinez quoi? Toute l'équipe de Sacha dans Sun et Moon subit un développement. Tous sont présents de façon égalitaire, tous sont intéressants et bien mis sur le devant de la scène, chose qui n'était pas arrivée depuis Diamant et Perle, précision importante. Cette équipe représente aussi son développement car elles se sont chacun aidés mutuellement. Sacha a ainsi recueilli tous ses Pokémon, les a aidés à grandir et à atteindre leur objectif, à savoir devenir un loup-garou unique capable de rivaliser avec les deux autres formes pour son Rocabo. Il a aidé Véminé à sauver son monde, ou encore faire grandir Flamiaou dans une famille, lui qui avait perdu la sienne, jusqu'à finalement se trouver un rival en la personne du Fil Inferno de Royal Mask, et le battre afin de prouver son évolution. En retour, ces derniers ont aidé Sacha à se développer en le rendant bien plus proche et sensible à l'attention de ses Pokémon que d'habitude, et bien sûr à avancer dans son rêve en lui faisant gagner une ligue, rien que ça. Revenons d'ailleurs sur cette fameuse ligue d'Alola qui est un sujet plutôt controversé. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il faut se rappeler que la ligue était ouverte à tous. L'enjeu était surtout ici que tout le monde s'amuse, et au final, très peu de gens ont pris cette ligue au sérieux. Malgré tout, je trouve que cette ligue est quand même très réussie dans son symbolisme ainsi que dans son écriture, malgré un rendu global très mitigé. Si vous analysez plus en détail les combats de Sacha dans cette ligue, vous remarquerez qu'ils font écho à toutes ses anciennes défaites de ligue. Contre Sobonne, son Brindibou s'endort mais finit par se réveiller avant d'être disqualifié, rappelant sa défaite à la Ligue Indigo à cause de Dracofeu. Contre Tilly, il gagne en utilisant un vêtement, faisant écho à sa défaite contre le Miaouz Beauté de Tyson à ON. Et enfin, contre Forbe, il obtient 4 revanches en un seul combat. Premièrement, il bat un Lucario, responsable de sa défaite à Unis. Putain, quel souvenir. Ensuite, il encaisse le rafale-feu de Félinferno, qui était l'attaque finale à la Ligue de Kalos, causant sa défaite. Je suppose qu'il est inutile de vous le rappeler. Il finit d'ailleurs par battre Félinferno, lui qui avait pourtant perdu face à Brazegali lors de la Ligue Johto, un starter feu dans sa forme finale donc. Et enfin, la cerise sur le gâteau revient évidemment à Pikachu, qui bat, encore une fois, un légendaire en la personne de Tokoriko, prenant ainsi sa revanche sur le fameux Tobias de Sinnoh. Et c'est bien sûr Pikachu qui s'empare de la victoire finale pour Sacha, complétant ainsi cette boucle de la plus belle des manières. Pour revenir à cet aspect familial, parlons brièvement du fameux match d'exhibition entre Sacha et Euphorbe à la Ligue. Pour bien faire les choses, ce n'est pas Royal Mask, mais bien Euphorbe en personne, accompagné de Tokoriko, qui affronteront Sacha et Pikachu, dans un combat qui est sans conteste le meilleur combat Pokémon de toute la saga, derrière le Sacha contre Paul à la Ligue de Sinnoh. Et ce n'est pas tant pour son animation ou ses stratégies, mais surtout pour sa mise en scène, dans laquelle les deux complètent leur voyage dans ce combat. Euphorbe affronte Sacha grâce à qui il a réussi à construire cette ligue, et surtout grâce à qui il a pu fonder une famille. Sacha quant à lui affronte son père spirituel, celui qui l'a guidé à Alola durant tout ce temps, ainsi que son mentor en la personne de Tokoriko. Bref, c'est un véritable combat de figure et pas un simple combat d'exhibition comme il l'appelle. Absolument tout dans ce combat est incroyable, vous n'imaginez pas quel plaisir ça fait d'avoir à nouveau de tels combats après tant d'années. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le maître mot de la génération de Sun et Moon, c'est très clairement celui de la famille. N'importe quel personnage va aborder de près ou de loin cet aspect familial qui revient très souvent sur le devant de la scène. Et c'est aussi valable pour les ennemis, comme la Team Skull et la Team Rocket. La Team Skull, et surtout Guzma,
sont malheureusement très peu présents dans l'anime. Guzman n'arrive que très tardivement, peu de temps avant la Ligue. Mais même lui, qui veut absolument tout détruire, soi-disant, a un lien que l'on peut vraiment observer et décrire de familial envers ses sbires. Pour le coup, c'était déjà le cas dans les jeux, vous me direz. Mais prenez la Team Rocket. Dans cette génération, comme Forbes qui recueille Sacha, c'est une maman Chelours qui recueille la Team Rocket. Vous avez sans doute vu certains passages concernant Chelours, cette folle capable d'absolument tout faire, voler, courir sur l'eau, bref. En plus d'être un excellent moteur comique, elle ne sert bien évidemment pas qu'à ça. C'est une véritable mère pour la Team Rocket, elle les protège comme s'il s'agissait de son nounourson. Bref, la Team Rocket est une vraie réussite ici, et c'est la première fois qu'ils ont un tel traitement, ce qui fait réellement plaisir à voir quand on est fan d'eux. On va pas se mentir, hein, tout le monde adore la Team Rocket, on y est tous très attachés, certains même plus qu'envers Sacha. Eh bien sachez que cette génération décuple aussi vraiment ce sentiment envers cette bande d'abrutis, qui eux aussi subissent du développement, et en deviennent aussi bien plus attachants qu'à l'habitude. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, bien évidemment les héros aussi sont confrontés à cela. Il ne s'agit pas juste d'avoir une famille, mais bien de la façon dont cette thématique est abordée. Kaki par exemple, forgé par son grand-père et formant une famille très unie avec ses parents et sa sœur, qui malgré les problèmes auxquels ils font face, restent soudés entre eux. Mao, je l'avais déjà expliqué pour sa mère, mais il y a aussi son père avec lequel elle ne s'entendait pas très bien. Au final, grâce au maître gourou Tan, ils ont tous deux appris à faire la part des choses et ainsi mieux s'entendre afin de reformer une vraie famille. Sans oublier la famille de Lily, qui est le problème du premier arc de l'anime. Ainsi, depuis que cet arc est résolu, les membres de cette famille se rapprochent petit à petit, et accompagnée de son frère et de sa mère, Lily partira donc à la recherche de son père à la fin de l'anime, montrant ici une famille clairement recomposée. Et pour finir, j'ai déjà abordé la nouvelle famille de Sacha à Alola. Mais parlons également de ces Pokémon, qui subissent eux aussi cette thématique, et oui. Brindibou vivait à la base sous le toit d'un Bazoukan, accompagné de ses préévolutions. Et cette véritable famille réapparaît à plusieurs reprises après sa capture, et même à la Ligue pour l'encourager. On peut aussi évoquer Vemini, qui est apparu à Alola dans l'optique de demander de l'aide afin de sauver son propre monde et sa propre famille. Finalement, il s'est lui aussi trouvé une autre famille à Alola, donnant lieu d'ailleurs à des au revoir vraiment déchirants pour les héros. Et je ne pouvais bien évidemment pas finir sans aborder Flamiaou, les épisodes avec Mastouf, qui sont pour beaucoup les épisodes les plus tristes de toute la saga, absolument bouleversants et qui ont fait pleurer la plupart des gens qui ont vu leur relation tout simplement. Ce Mastouf était la seule famille de Flamiaou qui, une fois son deuil fait, s'est vu recueillir par Sacha afin d'évoluer dans ce nouveau cadre, cette nouvelle famille. Et regardez où il en est maintenant. Alors je tiens à vous rassurer, si jamais vous n'avez pas encore vu toute la série, ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup d'autres détails à découvrir par vous-même à ce sujet. Comme évoqué précédemment, Sun et Moon contient beaucoup d'humour, blindé de références en tout genre à certaines œuvres plus ou moins populaires. Mais ça n'empêche pas la série d'avoir des moments bien plus sombres. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas simplement ici de moments juste sérieux, mais bien d'épisodes sombres, abordant de près ou de loin la mort, le regret, la tristesse ou encore le deuil. Et ça, inutile de vous préciser que c'est absolument inédit. Peu de fois auparavant, il y avait des épisodes vraiment sombres dans l'anime. La plupart du temps, il s'agissait d'épisodes tristes comme la séparation de certains dresseurs et leurs Pokémon, mais jamais, au grand jamais, des épisodes traitant de la mort de cette façon. L'épisode sur Beteno ou encore celui centré sur Mao et sa mère en font également partie. Des épisodes contrastant terriblement avec l'ambiance globale de la série, permettant du développement abordé d'une façon inédite et originale encore une fois. Dans tous ces épisodes, ce sont des situations, des morales et des propos qui vous touchent, qui ne vous laissent pas insensibles, que vous soyez fan de Pokémon ou non, car il ne s'agit pas ici d'un sujet concernant uniquement les Pokémon, mais bien les humains. Il ne faut pas oublier que pour Pokémon, qui se veut avant tout de toucher comme cible principale des enfants, c'est plus qu'osé de nous proposer de tels épisodes, mais ça fait un bien fou d'avoir ce genre de propos abordés dans l'anime. Souvent, on peut même se retrouver dans certains de ces cas, par exemple pour l'histoire avec Mao et sa mère. C'est une histoire tellement horrible et qui fait à la fois relativiser mine de rien. D'ailleurs, je me souviens que quelqu'un sur Twitter dans la communauté avait dit que peu de temps après cet épisode, elle était allée voir sa grand-mère à l'hôpital. Et bien figurez-vous que quelques jours plus tard, sa grand-mère était morte. Et selon elle, c'est grâce à cet épisode qu'elle a réussi à lui dire au revoir pour la dernière fois. Bref, si jamais vous pensez que le chara-design propre à Sun et Moon n'était fait que pour l'animation ou pour permettre de caser plus de scènes humoristiques, c'est en partie faux grâce à ce genre d'épisode. Pour être honnête, on ressent bien plus les émotions véhiculées dans les visages des personnages de cette série qu'auparavant, et c'est en partie dû à cela. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder dans cette review, c'est le pacing de Sun et Moon. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le pacing ? On peut résumer ça par le fait de devoir faire quelque chose en attendant une autre chose qui doit arriver. Par exemple, si vous faites les 100 pas en attendant un coup de téléphone.
En l'occurrence, j'aimerais revenir sur le pacing de Sun et Moon qui est pour ma part très mitigé. Alors selon moi, il est tantôt très cool, tantôt trop lent. J'entends par là qu'ils ont fait des choses vraiment très intéressantes, comme les épisodes pour développer les personnages, mais de l'autre côté, il manque pas mal de choses à mon sens. On peut par exemple prendre la Ligue qui n'a pas subi de bon build-up, il n'y a pas eu d'entraînement, etc. Ce qui donne vraiment cette impression et ce rendu global très mitigé au final. Ou encore les épisodes centrés sur les ultra chimères qui se résumaient juste à trouver la créature et l'attraper avant de la relâcher. On peut d'ailleurs imaginer que les héros auraient très bien pu aller dans leur monde pour en apprendre plus, c'était d'ailleurs le but à la base. Selon moi, ils auraient pu développer plus de choses et en instaurer même d'autres, comme le repère de la Team Skull qui n'est tout simplement pas présent dans l'animé, la mise en place de la Team Rainbow Rocket par exemple, l'Ultra Megapole qui est aussi absente, ou encore l'arbre de combat, ce qui aurait fait énormément de sens après la victoire de Sacha à la Ligue justement. Certains personnages auraient aussi pu subir une évolution plus poussée, j'entends par là capturer plus de Pokémon par exemple, ou alors plus s'entraîner en vue de la Ligue qui arrive. Bref, ça aurait pu être du temps en plus bénéfique pour eux également, comme je l'avais dit tout à l'heure pour Lily d'ailleurs. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais fait des reviews de Sun et Moon, depuis le début de l'animé jusqu'à l'arc de Necrozma à peu près, ce qui équivaut aux épisodes 90 environ, mais j'ai finalement arrêté peu de temps après. Vous savez désormais pourquoi. Je ne trouvais pas intéressant d'analyser certains épisodes que je jugeais personnellement assez vides entre guillemets ou qui prenaient trop de place pour pas grand chose, tout simplement. Alors attention, ce n'est pas foncièrement grave, du moins pour ma part, mais c'est tout de même dommage vu toutes les solutions qu'ils avaient à leur disposition, il y avait clairement de la matière en stock pour combler cette impression de passage un peu creux entre guillemets. Vous l'aurez compris, pour ma part, c'est vraiment le plus gros point noir de la série de Sun et Moon. C'est pas vraiment grave, mais ça reste dommage. Pour conclure avec tout cela, je dirais que dans sa globalité, Sun et Moon est clairement l'une des meilleures générations de l'anime, pour tout ce qu'elle nous offre et surtout pour son originalité, surtout après plus de 20 ans. Sachez d'ailleurs que je ne suis pas revenu en détail sur certaines choses comme le traitement de l'humour dans la série, qui même là est très original et blindé de références encore une fois, ni même sur la continuité que l'anime a mise en place à plusieurs reprises et par plusieurs moyens, afin de montrer qu'il ne s'agissait clairement pas d'un reboot, mais bien d'une série canon. Surtout que la prochaine série, intitulée donc Pocket Monsters 2019, sera bel et bien la suite directe, comme nous le prouvent les 2 derniers épisodes de Sun et Moon. Et enfin, j'aimerais vous avouer que je suis extrêmement fier de voir que beaucoup de gens ont finalement changé d'avis sur l'anime. Beaucoup qui étaient à la base très réfractaires vis-à-vis de l'humour ou du chara-design, ou car ils ne juraient que par X, Y, Z, ont finalement beaucoup apprécié cette génération et ils l'ont trouvé géniale. Bien évidemment, il en reste encore pas mal, pour ne pas dire beaucoup trop, qui ne jugent encore et toujours que par le chara-design et ne diront que c'est moche donc c'est nul, sans avoir regardé plus de 5 épisodes et encore. Mais malgré cela, je suis sincèrement heureux de voir tout cet engouement au final, de voir cet animé obtenir le respect qu'il mérite pour ce qu'il est vraiment et non pas juste pour ce qu'il semble être. Je vais être totalement transparent avec vous, c'est dans ces moments-là où je suis fier d'avoir vécu ça, parce que c'est là où je me rends vraiment compte de la passion qui m'anime pour cette saga qu'est Pokémon, pour cet animé qui représente vraiment toute ma vie au final. Et j'espère sincèrement que cette passion se ressent à l'heure actuelle au travers de cette vidéo. La 7ème génération de Pokémon prend ainsi officiellement fin, et c'était une génération exceptionnelle autant pour l'anime que pour les jeux qui sont tous deux de très bonne qualité. Beaucoup de tristesse donc, de joie, mais également beaucoup de souvenirs concernant cette génération qui tire sa révérence. Mais à peine a-t-on le temps de lui dire au revoir que la prochaine génération arrive déjà à nos portes. On verra donc ce que l'avenir réserve pour Sacha et Rondoudou lors de la prochaine génération. Et comptez sur moi pour être là, pour faire de nouvelles reviews et pour vous partager à nouveau ma passion pendant, je l'espère, ces 3 prochaines années. De plus, sachez que je compte faire un petit let's play sur Pokémon Bouclier qui arrivera probablement vers la fin du mois sur la chaîne. Je dois encore réfléchir au format à aborder, mais je pense vous faire plusieurs épisodes de type un peu best-of, des condensés de plusieurs sessions de jeu. Je sais pas trop, je verrai, mais soyez au rendez-vous en tout cas. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura au minimum intéressé, voire même vous donner envie d'aller regarder l'anime si ce n'est pas déjà fait, afin de vous forger votre propre avis. Sinon, n'hésitez pas à me poster vos avis en commentaire concernant cette génération, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour plus de contenu lié à Pokémon, entre le let's play sur Bouclier et les reviews sur la prochaine génération. Je tiens à vous préciser malgré tout que d'autres projets arrivent concernant Pokémon et Yu-Gi-Oh! De belles surprises arrivent en cette fin d'année qui sera assez chargée pour ma part et début 2020 également. Mais j'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous car il y a vraiment du lourd de prévu. En attendant, c'était Gigi, un énorme merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. À la prochaine, gardez la passion et des bisous.